Bonjour, dans cette séquence audio, je vous propose la question suivante. Faut-il obligatoirement s'allonger sur le divan quand on fait une psychanalyse ou quand on va rencontrer un psychanalyste pour parler? Les premières séances se font forcément toujours en face à face. C'est ce qu'on appelle les entretiens préliminaires. Ils servent à poser le cadre de comment se dérouleront les séances, de qu'est-ce qui est l'objet de la demande de venir rencontrer un psychanalyste, quelles sont les attentes de la personne. Apprécier aussi si de chaque côté on pense qu'un travail est possible, c'est-à-dire du côté du futur analysant, ou en tout cas de la personne qui consulte, d'avoir l'impression que dans cet endroit, elle pourra être entendue dans ce qu'elle va essayer de dire, ou dans les problèmes que lui posent ses symptômes. Et de l'autre côté, si le psychanalyste pense pouvoir travailler en effet avec cette personne-là et pouvoir l'accompagner. Ensuite, dans un deuxième temps, qui peut être, je dirais, la troisième séance ou un peu plus tard, et s'il le juge approprié, le psychanalyste pourra proposer à la personne de s'allonger sur le divan. Bien entendu, elle peut accepter ou pas. Cette méthode, inventée par Freud, dit-on parce qu'au départ, lui faisait des séances d'une heure, qu'il trouvait ça particulièrement long, une heure en continu sur toute la journée, de patients qui d'une certaine manière le dévisageaient en parlant. Il ressentait comme ça une sorte de fatigue et de lourdeur surajoutée dans le fait de tenir aussi cette posture. Et donc il a proposé de s'en défaire intuitivement, je dirais presque, en ne se rendant pas compte que finalement il mettait là en place un dispositif qui permettait à la parole de se déployer autrement, en se départissant de cette emprise du regard. C'était aussi pour lui probablement une façon de faire une transition entre ce qu'il avait appris concernant l'hypnose, les techniques d'hypnose où l'hypnothérapeute était derrière le patient, et cette méthode qui petit à petit était en train d'éclore, qui était celle de l'association libre des idées, de laisser parler le patient. C'est d'ailleurs une de ses patientes qui lui a dit un jour, alors qu'il posait peut-être un peu trop de questions, laissez-moi donc parler, taisez-vous et écoutez ce que j'ai à vous dire. Alors comme aime à le rappeler une collègue, ce n'est évidemment pas le divan qui fait la psychanalyse. Le divan n'est qu'un outil. Et quand on me pose cette question, je dis que ce dispositif-là permet d'être un petit peu plus relâché, je dirais là aussi des deux côtés, autant la personne qui va parler que l'analyste qui va pouvoir, comme on dit classiquement, laisser flotter son attention, non pas pour s'échapper de cette écoute, mais de pouvoir lui accorder une attention un petit peu moins crispée sur tel ou tel point et prêter à tout ce que va dire l'analysant une attention potentiellement égale. Les protagonistes seront moins parasités par le regard, comme je l'ai dit. Souvent d'ailleurs, quand deux personnes se parlent en face à face, on ne peut pas se départir de l'idée que on va guetter tel ou tel signe, telle ou telle posture, telle ou telle mimique. Si jamais l'analyste se mettait à bâiller ou se grattait les cheveux à tel moment du discours, est-ce que ça voudrait dire quelque chose? Est-ce que ce serait interprété? Est-ce que ça aurait une signification? Il me semble que ça, ce sont plutôt des parasitages qui gênent l'écoute de ce qui se dit. C'est aussi un dispositif qui permet de mieux supporter des petites périodes de blanc, parce qu'il ne s'agit pas de remplir la séance pleine de mots, ce n'est pas quantitatif,
Et il peut y avoir bien sûr des moments de blanc, des moments d'hésitation, des moments où on pense à ce qu'on vient de dire, ou à ce qu'on pourrait dire, ou à ce que l'analyste a fait comme remarque. Et ces moments-là, en face à face, je dirais que les codes sociaux font que quand deux personnes se regardent et ne se parlent pas, il y a comme une espèce de gêne qui inciterait à meubler rien que pour meubler. Alors que quand on est dans ce dispositif du divan, ce problème-là n'a plus du tout la même importance. Le divan permet aussi de mieux entendre, et là aussi des deux côtés, de mieux entendre ce qui se dit dans ce qui s'entend. Alors je fais souvent une différence entre écouter et entendre. Écouter, c'est, je dirais, ce qu'on fait évidemment avec les oreilles. C'est écouter ce qui se dit, mais entendre, c'est pouvoir percevoir dans ce qui se dit une équivoque, une allusion, une métaphore, un rappel de quelque chose, une connexion signifiante. Et oui, je crois que ça a un autre niveau de profondeur ou une autre ramification. Ça permet aussi de mieux faire attention au silence, parce qu'il y a des silences qui sont, je dirais, particulièrement habités. Et en dernier lieu, ça permet de déplier, je dirais, un terme que j'aime particulièrement, la ternarité de la configuration de l'entretien. Quand une personne vient consulter, évidemment, on se retrouve à deux dans le bureau, mais on est toujours à plus que deux, puisqu'évidemment, chacun, enfin surtout le patient qui consulte, vient avec tout un tas de valises, avec tout un tas de personnes prises dans son environnement mental, pour le dire comme ça. Et donc, on est bien sûr à plus que deux, métaphoriquement parlant. Et cette position de face à face, c'est comme si ça réduisait le champ de déploiement de toute cette partie-là, qui est dans un axe un peu plus binaire quand on est en face à face. Ça, pour les gens intéressés par la théorie psychanalytique, ça renvoie au schéma L de Lacan et à une formulation de ce schéma que j'avais fait dans un de mes ouvrages, où je proposais une vue topologique du dessus de ce schéma L, comme si ça représentait l'espace du lieu de consultation, avec un axe imaginaire binaire entre le fauteuil du patient et le fauteuil de l'analyste, et une possibilité d'élargir cette spatialisation, cette topologisation du discours, en se mettant sur un autre axe, en visant l'axe du grand autre. Je ne veux pas entrer davantage dans cette théorisation-là, ça peut se trouver ailleurs, et le dispositif du divan permet ça en se retrouvant un peu plus, je dirais, face à soi, même si là, en l'occurrence, on est face au mur ou face à un tableau, et à ce que cette position-là renvoie ou permette d'ouvrir un espace d'élaboration où le sujet lui-même va se décentrer de sa position de ce qu'on appelle le moi. Il y a une différence, là aussi je ne veux pas théoriser davantage, il y a une différence entre le moi et le je, J-E, et le moi étant cette construction imaginaire et très narcissisante, et tout l'enjeu du travail, justement, d'une analyse, c'est pouvoir dégonfler cette baudruche du moi, de pouvoir se décentrer un petit peu de cet ego, et de faire émerger quelque chose du jeu, quelque chose du sujet, et notamment du sujet de l'inconscient qui nous habite. Donc tout ça, ce sont des choses que va permettre le divan. On a l'impression finalement c'est pas grand-chose, c'est pas une grande différence, et pourtant c'est significatif. Et alors, en général, il y a une formule consacrée comme ça que j'énonce quand on passe du fauteuil au divan, où je rappelle à la personne qu'à partir de ce moment-là, elle est invitée à dire
mais déjà un peu comme elle le faisait sur le fauteuil, à dire tout ce qui lui passe par la tête, que ça lui paraisse bête, inintéressant, hors sujet, gênant, agressif, enfin, comme si elle pensait à haute voix, en faisant le moins de tri possible. Parce que de toute façon, il y a, quand on énonce la règle de l'association libre des idées, c'est-à-dire parler librement, euh, c'est de l'esbrouf, hein. On ne peut pas parler librement, hein. Il n'y a pas de parole libre. Elle est forcément orientée au préalable par l'inconscient qui a toujours un temps d'avance. Et donc la parole, l'association libre des idées, elle n'est libre que de nom. Elle est déjà orientée par l'inconscient et par la structure inconsciente propre à chacun. Et donc vous comprenez que si on y rajoute un tri ou des tris supplémentaires en se disant oh, ça oui j'y pense mais j'ai pas envie de le dire, ça va pas être intéressant, ça c'est pas intelligent, ça il va certainement pas aimer, ça va pas me faire avancer, tout ça ce sont des tris supplémentaires qui compliquent, qui compliquent les choses. Et si on peut laisser ça de côté en acceptant au fond de laisser tomber un contrôle, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fasse pas attention à ce qu'on dit ou à ce qui se dit, et notamment au lapsus, au ratage, aux petites accroches de langage, enfin à toutes ces choses-là qui sont aussi intéressantes, mais au moins d'accepter de ne pas tout contrôler, quoi, hein, et de parler en apparence pour rien, tout en sachant que, évidemment, ce n'est pas en vain que l'on parle, et ce n'est pas pour rien, et ce n'est pas dans n'importe quelle direction. Voilà quelques mots pour introduire l'intérêt du divan, dire évidemment quand même qu'il y a, on pourrait dire, des contre-indications qui sont très rares, mais où des personnes soit ne le souhaitent pas parce que ça représente un symptôme de résistance, qu'elles ne sont pas prêtes, qu'elles ont des craintes par rapport à ça, qui sont aussi intéressantes d'en dire quelque chose. Ou alors d'autres contre-indications. Évidemment, on ne va pas mettre sur le divan quelqu'un qui vient dans une période de deuil extrêmement récente et intense. Il y aurait là comme une espèce d'écho à une position allongée un peu de mort. Des personnes qui seraient dans une... qui aurait une structure psychique comme ça un peu délirante, un peu très fragile de ce côté-là, évidemment, on va... là, le regard, par contre, est quelque chose de très soutenant et qui va cadrer, qui va soutenir. Oui, qui va soutenir. Voilà, donc il y a quelques contre-indications, mais la plupart du temps, c'est un dispositif qui est plutôt souhaitable et qui fait avancer plus loin le déploiement de la parole. Merci de votre attention.